Avant que la Slovaquie ne devienne un État indépendant en 1993, elle était invisible. Pendant près de 1000 ans, ce territoire n'existait pas sur les cartes politiques. Les Slovaques vivaient, construisaient, cultivaient, priaient et mouraient sous des drapeaux qui n'étaient jamais les leurs. Pourquoi une nation a-t-elle pu disparaître si longtemps sans cesser d'exister? Comment un peuple sans État a-t-il survécu à 10 siècles de domination? Et qu'est-ce qui a finalement permis à cette nation de renaître? Cette histoire n'est pas celle d'une indépendance facile. C'est le récit d'une résistance culturelle silencieuse, d'une langue préservée dans les villages, d'une identité forgée dans l'ombre des empires. C'est l'histoire d'un territoire coincé entre les géants. La Hongrie, l'Autriche, la Pologne, la Bohême. Un territoire traversé par les invasions mongoles, les guerres ottomanes, les révoltes paysannes, les révolutions nationales. Un territoire où les églises catholiques côtoient les châteaux hongrois, où les montagnes Tatras abritent des légendes de brigands et de saints. Avant de commencer, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à profiter de ce voyage dans le temps. Car ce soir, nous allons traverser 1000 ans d'histoire slovaque. Tout commence bien avant le mot Slovaquie lui-même. Au IXe siècle, les terres qui forment aujourd'hui la Slovaquie faisaient partie de la Grande Moravie, un royaume slave puissant qui s'étendait sur une partie de l'Europe centrale. C'était une époque où les empires se formaient et s'effondraient en quelques générations. La Grande Moravie était dirigée par des princes comme Rastislav et Svatopluk, des hommes dont les noms résonnent encore dans les mémoires slovaques comme les échos d'une grandeur perdue. En 863, le prince Rastislav invita 2 moines byzantins, Cyril et Méthode, à venir évangéliser son peuple. Mais cette invitation n'était pas seulement religieuse, c'était un acte politique. Rastislav voulait échapper à l'influence franque qui menaçait son royaume depuis l'ouest. En accueillant des missionnaires de Constantinople, il espérait créer une église slave indépendante, utilisant une langue liturgique que son peuple pourrait comprendre. Cyril et Méthode inventèrent l'alphabet glagolitique, l'ancêtre du cyrillique, et traduisirent les textes sacrés en vieux slave ecclésiastique. Pour la première fois, les Slaves pouvaient lire et prier dans leur propre langue. Les manuscrits circulaient, les églises s'emplissaient de chants compréhensibles. Mais cette autonomie culturelle dérangeait Rome. Les prêtres francs voyaient d'un mauvais œil cette église slave qui échappait à leur contrôle. Après la mort de Méthode en 885, ses disciples furent chassés. L'alphabet glagolitique fut interdit. Le latin redevint la seule langue sacrée. La Grande Moravie elle-même ne survécut pas longtemps. En 906, les Magyars, un peuple nomade venu des steppes de l'Oural, déferlèrent sur l'Europe centrale. Ils étaient des cavaliers redoutables, armés d'arcs courts et de sabres courbes. Leurs raids terrorisaient les villages. Ils brûlaient, pillaient, emmenaient des esclaves. En quelques décennies, ils conquirent le bassin des Carpates et s'installèrent définitivement dans ce qui allait devenir la Hongrie. Les Slovaques, ou plutôt les ancêtres de ce peuple qui ne portait pas encore ce nom, se retrouvèrent sous domination hongroise. Cela marqua le début d'une longue histoire commune. Pendant 1000 ans, les terres slovaques ferèrent partie du royaume de Hongrie. Mais cette intégration n'était pas une annexion brutale. C'était une fusion lente, ambiguë, où les élites hongroises et les paysans slovaques coexistaient dans un système féodal rigide. Au XIe siècle, le royaume de Hongrie se christianisa sous le roi Étienne Ier, couronné en l'an 1000. Il organisa le territoire en comté, construisit des châteaux, imposa le catholicisme. Les terres slovaques devinrent la Haute-Hongrie, une région montagneuse et forestière, moins peuplée que les plaines centrales, mais stratégiquement importante. C'était une zone frontalière, exposée aux invasions venues du nord. Les villages slovaques étaient dispersés dans les vallées. Les paysans cultivaient le seigle, l'orge, élevaient des moutons. Ils parlaient un dialecte slave occidental, différent du hongrois,
différents aussi du tchèque et du polonais, mais proches. Leur vie était rythmée par les saisons, les récoltes, les fêtes religieuses. L'Église catholique structurait le temps et l'espace. Chaque village avait son église, chaque paroisse son prêtre. Mais dans les montagnes, les croyances anciennes persistaient. On vénérait les sources, les forêts, les pierres sacrées. Les seigneurs, eux, étaient souvent hongrois. Ils possédaient de vastes domaines, levaient des taxes, exigeaient des corvées. Mais certains nobles slovaques existaient aussi, intégrés à l'aristocratie hongroise, parlant hongrois à la cour, slave chez eux. Cette élite bilingue jouait un rôle d'intermédiaire entre le pouvoir royal et les populations locales. Au XIIIe siècle, l'Europe centrale fut frappée par une catastrophe sans précédent, l'invasion mongole. En 1241, les armées de Batu Khan déferlèrent sur la Hongrie. Elles avançaient avec une rapidité terrifiante. Les chroniques décrivent des cavaliers qui surgissaient de nulle part, brûlaient les villes, massacraient les habitants. Le roi Béla IV dut fuir vers l'Adriatique. Les Mongols ravagèrent le pays pendant 2 ans, puis repartirent aussi soudainement qu'ils étaient revenus. La Haute-Hongrie ne fut pas épargnée. Des villages entiers disparurent. Les survivants se réfugièrent dans les forêts et les grottes des montagnes Tatra. Quand les Mongols se retirèrent, le royaume était exsangue. Pour repeupler les terres dévastées, le roi Béla invita des colons allemands, appelés Saxons de Transylvanie et mineurs de Spiche. Ces immigrés apportèrent avec eux leurs techniques minières, leurs lois, leur architecture. Ils fondèrent des villes comme Banska Štiavnica, Kremnica, Levoča. Ces villes minières devinrent rapidement prospères. On y extrayait de l'or, de l'argent, du cuivre. Les mines de Banska Štiavnica comptaient parmi les plus riches d'Europe. L'argent slovaque finançait les guerres des rois hongrois, alimentait les cours européennes. Les villes obtinrent des privilèges royaux, s'entourèrent de murailles, développèrent un artisanat sophistiqué. Les bourgeois allemands contrôlaient le commerce, les guildes réglementèrent les métiers. Mais cette prospérité urbaine contrastait avec la misère rurale. Les paysans slovaques restaient attachés à la terre, soumis aux corvées seigneuriales. Ils voyaient passer les caravanes chargées d'argent sans en profiter. Leur vie était dure, répétitive, souvent courte. Les famines, les épidémies, les guerres décimaient régulièrement les villages. Au XIVe siècle, la Hongrie connut une période de grandeur sous les rois angevins. Louis Ier le Grand régna de 1342 à 1382. Il mena des campagnes militaires victorieuses, étendit son influence sur la Pologne, les Balkans. La cour hongroise rivalisait en faste avec celle de France et d'Angleterre. Mais cette gloire masquait des tensions internes. La noblesse hongroise était puissante et indisciplinée. Les magnates possédaient des domaines immenses, entretenaient des armées privées. Ils contestaient l'autorité royale, se révoltaient régulièrement. Dans la Haute-Hongrie, des familles aristocratiques comme les Tchaks, les Drouguettes, les Apolia contrôlaient des châteaux imprenables perchés sur des pitons rocheux. Ces châteaux étaient des centres de pouvoir autonomes. Leurs seigneurs rendaient justice, levaient des impôts, protégeaient ou exploitaient les paysans. Certains étaient des tyrans brutaux, d'autres des protecteurs paternalistes. Les chroniques slovaques gardent le souvenir de châtelains cruels qui jetaient des débiteurs dans des oubliettes, mais aussi de seigneurs qui défendaient leurs serfs contre les raids ottomans. Car au XVe siècle, une nouvelle menace apparut au sud, l'Empire ottoman. Après la chute de Constantinople en 1453, les Turcs commencèrent à pousser vers l'Europe centrale. En 1526, ils écrasèrent l'armée hongroise à la bataille de Mohács. Le roi Louis II mourut dans la déroute. Le royaume de Hongrie s'effondra. Le territoire fut partagé en 3. L'ouest et le nord, incluant la Haute-Hongrie slovaque, passèrent sous contrôle des Habsbourg d'Autriche. Le centre tomba aux mains des Ottomans. L'Est devint la principauté semi-indépendante de Transylvanie.
Cette partition dura 150 ans. C'était une époque de guerre incessante, de raids, de sièges. Les frontières bougeaient constamment. Pour les Slovaques, cette période fut paradoxalement bénéfique. Puisque la capitale hongroise, Buda, était occupée par les Turcs, les Habsbourg installèrent leur administration royale à Presbourg, l'actuelle Bratislava. Cette ville slovaque devint la capitale de ce qui restait de la Hongrie. C'est là que les rois de Hongrie furent couronnés pendant près de 3 siècles, de 1563 à 1830. C'est là que se réunissait la Diète hongroise, le parlement du royaume. Bratislava connut alors son âge d'or. Les palais aristocratiques s'élevèrent le long du Danube. Les églises baroques remplacèrent les édifices gothiques. La ville devint un centre intellectuel et administratif. Des nobles hongrois, des fonctionnaires autrichiens, des marchands allemands, des artisans slovaques cohabitaient dans ces ruelles. On y parlait 4 langues, l'allemand dans le commerce, le latin dans l'administration, le hongrois à la cour, le slovaque dans les faubourgs. Mais au-delà de la capitale, la guerre ravageait les campagnes. Les armées ottomanes lançaient régulièrement des raids vers le nord. Elles pillaient les villages, emmenaient des captifs pour les vendre comme esclaves à Istanbul. Les paysans construisaient des tours de guet, creusaient des caches souterraines pour y dissimuler leurs réserves de grains. Quand les cloches sonnaient l'alarme, ils se réfugiaient dans les forêts avec leur bétail. Les Habsbourg organisèrent une défense militaire permanente. Ils établirent une frontière fortifiée, la Confins militaire, avec des garnisons, des châteaux, des villages de soldats paysans. Ces soldats recevaient des terres en échange de leur service militaire. Beaucoup étaient des Slovaques, des Croates, des Serbes fuyant l'occupation ottomane. Ils formaient une société militarisée, rude, habituée à la violence. Cette longue confrontation avec l'Empire ottoman eut un impact profond sur l'identité slovaque. Les récits de résistance contre les Turcs s'enserrent dans la mémoire collective. Les héros qui défendèrent les châteaux, les paysans qui refusaient de se convertir à l'islam, les prêtres qui cachaient les reliques sacrées, tous devinrent des figures légendaires. Ces histoires se transmettaient de génération en génération, lors des veillées d'hiver, dans les chants épiques. Parallèlement, la réforme protestante bouleversa l'Europe centrale. Les idées de Luther pénétrèrent rapidement en Hongrie. De nombreux nobles slovaques adoptèrent le protestantisme, souvent le luthéranisme, parfois le calvinisme. Ils voyaient dans cette nouvelle foi un moyen d'affirmer leur autonomie face à Vienne et à Rome. Les églises furent transformées en temples réformés. Les prêtres catholiques furent chassés ou convertis. Le protestantisme eut un effet inattendu. Il encouragea l'usage du slovaque. Pour que les fidèles comprennent les Écritures, il fallait les traduire. Les pasteurs luthériens rédigèrent des catéchismes, des psautiers, des recueils de cantiques en langue slovaque. C'était la première fois que le slovaque était écrit de manière systématique. Jusqu'alors, c'était une langue uniquement orale. Le latin dominait l'écrit, même pour les affaires locales. Mais les Habsbourg étaient des catholiques fervents. Ils lancèrent à la contre-réforme pour reconquérir les âmes protestantes. Des jésuites furent envoyés dans les villes et les villages. Ils ouvrirent des collèges, prêchaient, débattaient publiquement avec les pasteurs réformés. Ils utilisaient le théâtre, la musique, l'art pour séduire les populations. Les églises baroques furent décorées avec un faste destiné à impressionner les fidèles. Cette lutte religieuse divisa les familles et les communautés. Certains nobles restèrent protestants malgré les pressions. D'autres se reconvertirent au catholicisme pour conserver leurs privilèges. Les paysans, eux, suivaient souvent la religion de leur seigneur. Dans certaines régions, le protestantisme survécut clandestinement. Les pasteurs prêchaient dans les forêts. Les Bibles circulaient en secret. Les enfants étaient baptisés la nuit. Au XVIIe siècle, la monarchie des Habsbourg se renforça. Après la victoire contre les Ottomans en 1683 et le siège de Vienne repoussé,
les armées impériales reconquirent progressivement la Hongrie occupée. En 1699, le traité de Karlowitz confirma la fin de la domination turque sur le royaume hongrois. Buda fut libéré, les terres ravagées, repeuplées. Mais cette reconquête s'accompagna d'une centralisation autoritaire. Les Habsbourg voulaient transformer leur mosaïque de royaumes en un État moderne et unifié. Ils imposèrent leur administration, leurs lois, leurs impôts. La noblesse hongroise, attachée à ses privilèges médiévaux, résista. Plusieurs révoltes éclatèrent. La plus importante fut celle de François Rákóczi II, entre 1703 et 1711. Ce prince hongrois leva une armée contre les Habsbourg, promettant la liberté et l'autonomie. De nombreux Slovaques rejoignirent dans sa cause, attirés par les promesses de réduction des corvées et des impôts. Pendant 8 ans, la Haute-Hongrie fut le théâtre d'une guerre civile sanglante. Les troupes de Rákóczi tenaient les montagnes, lançaient des raids contre les garnisons impériales. Les paysans slovaques leur fournissaient de la nourriture, cachaient leurs blessés, mais l'armée rebelle manquait d'armes lourdes et d'argent. Les promesses d'aide étrangère ne se concrétisèrent jamais. Finalement, épuisés, les insurgés déposèrent les armes. Rákóczi s'exila en France, puis en Turquie. La répression fut sévère. Des milliers de rebelles furent exécutés ou envoyés aux galères. Cette défaite marqua la fin des grandes révoltes nobiliaires en Hongrie. Les Habsbourg consolidèrent leur pouvoir. Ils imposèrent le service militaire obligatoire, créèrent une bureaucratie centralisée, développèrent les infrastructures. Des routes furent construites, reliant Vienne à Bratislava, Bratislava à Cracovie. Le commerce s'intensifia, les villes grossirent. Mais dans les campagnes slovaques, la vie restait dure. Les paysans étaient soumis au servage. Ils devaient travailler plusieurs jours par semaine sur les terres du Seigneur sans être payés. Ils ne pouvaient quitter leur village sans autorisation. Leurs enfants héritaient de leur statut. C'était une société figée, hiérarchique, où la naissance déterminait le destin. Au XVIIIe siècle, les idées des Lumières commencèrent à pénétrer l'Europe centrale. Des intellectuels critiquaient le servage, réclamaient des réformes. L'impératrice Marie-Thérèse puis son fils Joseph. 2 tentèrent de moderniser l'Empire. Ils limitèrent les corvées, abolirent la torture, tolérèrent les protestants. Joseph II alla même jusqu'à décréter l'émancipation des serfs en 1781. Mais ces réformes se heurtèrent à l'opposition féroce de la noblesse hongroise. Les magnates refusaient de perdre leurs privilèges. Après la mort de Joseph II, en 1790, beaucoup de ces décrets furent annulés. Le servage fut rétabli. Les nobles hongrois avaient gagné. Pour un temps, pourtant, quelque chose avait changé. Une nouvelle génération d'intellectuels slovaques émergea. C'étaient des prêtres catholiques, des pasteurs luthériens, des professeurs. Ils avaient étudié à Vienne, à Bratislava, parfois en Allemagne. Ils avaient lu Herder, Rousseau, Voltaire. Ils avaient découvert l'idée que chaque nation avait le droit d'exister, de cultiver sa langue, de préserver sa culture. Le premier d'entre eux fut Anton Bernolak. Ce prêtre catholique publia en 1787 la première grammaire normalisée du slovaque. Il choisit comme base le dialecte de l'Ouest, parlé autour de Trnava. Il créa un alphabet, fixa l'orthographe, définit les règles grammaticales. Pour la première fois, le slovaque devenait une langue littéraire, capable de rivaliser avec le tchèque, le hongrois, l'allemand. Ce fut une révolution silencieuse. Jusqu'alors, les Slovaques éduqués écrivaient en latin ou en tchèque. Ils considéraient leur propre langue comme un patois rustique, bon pour les paysans, mais impropre à la littérature ou à la science. Bernolak prouva le contraire. Il montra que le slovaque pouvait exprimer des idées abstraites, traduire des textes savants, servir de véhicule à une culture nationale. Mais son initiative ne fit pas l'unanimité. D'autres intellectuels slovaques préféraient le tchèque, une langue slave proche,
doté d'une longue tradition littéraire. Ils voyaient les Slovaques et les Tchèques comme un seul peuple tchécoslovaque, artificiellement séparé par les frontières politiques. Cette controverse linguistique divisera les élites slovaques pendant des décennies. Au début du XIXe siècle, l'Europe fut bouleversée par les guerres napoléoniennes. Les armées françaises déferlèrent jusqu'à Vienne. Les Habsbourg durent céder des territoires, payer des indemnités énormes. Le prestige de l'Empire fut ébranlé. Mais paradoxalement, ces défaites stimulèrent un renouveau national dans toutes les provinces. En Hongrie, un mouvement romantique et libéral émergea. Des nobles hongrois comme le comte István Széchenyi et Lajos Kossuth réclamaient des réformes politiques, l'abolition du servage, l'usage du hongrois comme langue officielle à la place du latin. Ils voulaient transformer la Hongrie féodale en une nation moderne. Ce mouvement national hongrois inquiéta les Slovaques éduqués. Ils craignaient que la magyarisation, c'est-à-dire l'assimilation forcée à la culture hongroise, ne fasse disparaître leur identité. Car les réformateurs hongrois, tout en prônant la liberté et l'égalité, considéraient la Hongrie comme un État unitaire, exclusivement magyare. Les autres peuples, slovaques, roumains, croates, serbes, devaient s'intégrer ou disparaître. Cette menace accéléra la prise de conscience nationale slovaque. En 1843, Ludovít Štúr, un jeune philologue et poète, proposa une nouvelle langue littéraire slovaque, basée cette fois sur le dialecte central, parlé autour de la ville de Banská Bystrica. Cette variante était plus proche de la langue parlée par la majorité des Slovaques. Elle s'imposa rapidement. Štúr n'était pas seulement un linguiste, c'était un activiste politique. Il créa un mouvement appelé « Jeunesse slovaque », rassemblant des étudiants, des journalistes, des prêtres. Ils organisaient des rencontres secrètes dans les montagnes, publiaient des poèmes patriotiques, collectaient des chants populaires. Ils voulaient éveiller le peuple slovaque, lui faire prendre conscience de son histoire, de sa dignité. En 1848, une vague révolutionnaire balaya l'Europe. À Paris, à Vienne, à Berlin, à Budapest, des émeutes éclatèrent. Les peuples réclamaient des constitutions, des parlements, la liberté de la presse. La monarchie des Habsbourg vacilla. En Hongrie, le gouvernement libéral de Lajos Kossuth proclama l'autonomie du royaume, abolit le servage, promit des réformes radicales. Mais ce gouvernement refusait de reconnaître les droits des minorités nationales. Štúr et ses compagnons publièrent alors un manifeste, les revendications de la nation slovaque. Ils exigeaient l'autonomie territoriale, l'usage du slovaque dans les écoles et l'administration, la représentation politique. Ils espéraient que l'Autriche soutiendrait leur cause contre les Hongrois. Effectivement, les Habsbourg utilisèrent les mouvements nationaux slaves pour affaiblir la révolution hongroise. Des volontaires slovaques formèrent des unités militaires qui combattirent aux côtés des troupes impériales. Mais ce fut une alliance de circonstances. Une fois la révolution écrasée avec l'aide de l'armée russe en 1849, Vienne rétablit l'absolutisme. Les promesses faites aux Slovaques furent oubliées. Les années qui suivirent furent sombres. Le régime autrichien imposa la censure, interdit les associations politiques, persécuta les anciens révolutionnaires. Štúr, désillusionné, se retira dans son village natal. Il mourut en 1856 à l'âge de 40 ans, des suites d'un accident de chasse. Sa mort fut symbolique. Le mouvement national slovaque semblait étouffé. Pourtant, la graine était plantée. Dans les gymnases et les séminaires, de jeunes Slovaques continuaient à lire ses poèmes, à apprendre la langue littéraire qu'il avait créée. Des sociétés culturelles, Matica Slovenska fondée en 1863, préservaient et diffusaient la culture slovaque. Elles organisaient des concours littéraires, publiaient des livres, finançaient des bourses d'études. En 1867, l'Empire d'Autriche devint l'Autriche-Hongrie. C'était un compromis politique entre Vienne et Budapest. Les Hongrois obtenaient l'autonomie complète pour gérer leur moitié de l'Empire. Ils contrôlaient leur propre parlement, leur armée
leur administration. Les Slovaques, eux, restaient sous domination hongroise, sans aucune protection impériale. Le gouvernement hongrois lança alors une politique de magyarisation intensive. Les écoles slovaques furent fermées. L'enseignement en slovaque fut interdit même dans les villages. Les enfants devaient apprendre le hongrois dès l'âge de 6 ans. Les instituteurs slovaques furent remplacés par des Hongrois. Les noms de lieux furent magyarisés. Prešov devint Eperjes, Košice devint Kassa, Bratislava devint Pozsony. Les associations culturelles slovaques furent dissoutes. Matica Slovanska fut fermée en 1875. Ses bâtiments, ses livres, ses archives furent saisis. Les journaux slovaques furent censurés. Les réunions publiques interdites. Toute manifestation d'identité slovaque était considérée comme une menace pour l'unité nationale hongroise. Face à cette répression, beaucoup de Slovaques émigrèrent. Entre 1880 et 1914, environ 500 000 Slovaques quittèrent leur patrie. Ils partaient vers les États-Unis, le Canada, l'Argentine. Ils cherchaient du travail, la liberté, un avenir meilleur pour leurs enfants. Dans les usines de Pittsburgh, les mines de charbon de Pennsylvanie, les aciéries de Cleveland, ils formèrent des communautés slovaques. Ils construisirent des églises, créèrent des associations, publièrent des journaux. Ironiquement, ces émigrés jouèrent un rôle crucial dans la préservation de l'identité slovaque. Loin de la répression hongroise, ils pouvaient librement cultiver leur langue, leur tradition. Ils envoyaient de l'argent à leurs familles restées au pays. Ils financèrent les écoles clandestines, les publications clandestines. Ils devinrent une diaspora active, consciente, politisée. En Haute-Hongrie même, la résistance continuait discrètement. Des prêtres catholiques enseignaient le slovaque en cachette. Des pasteurs luthériens prêchaient dans leur langue maternelle. Des instituteurs, au péril de leur carrière, glissaient quelques mots de slovaque dans leurs cours. Dans les villages reculés des montagnes Tatra, les paysans ignoraient simplement les lois. Ils ne parlaient que slovaque, baptisaient leurs enfants avec des prénoms slovaques, chantaient leurs vieilles ballades. Cette résistance culturelle était fragile mais tenace. Elle s'appuyait sur des structures informelles. La famille, l'église, la communauté villageoise. C'était une résistance sans héros spectaculaires, sans batailles épiques. C'était la résistance du quotidien, de la transmission orale, de la mémoire obstinée. Au tournant du XXe siècle, un nouveau facteur apparut, l'industrialisation. Des usines furent construites dans les villes slovaques. Les mines se mécanisèrent. Des chemins de fer traversèrent les vallées. Des milliers de paysans quittèrent leur village pour devenir ouvriers. Ils s'entassaient dans des baraquements insalubres, travaillaient 12 heures par jour, gagnaient des salaires misérables. Cette prolétarisation créa de nouvelles solidarités. Les ouvriers slovaques se côtoyaient dans les ateliers, les mines, les dortoirs. Ils parlaient slovaque entre eux, même si les contremaîtres étaient hongrois. Ils formèrent des syndicats, organisèrent des grèves. Le mouvement socialiste, international par nature, offrait un espace où l'identité slovaque pouvait s'exprimer sans être accusée de séparatisme. En 1914, l'archiduc François Ferdinand fut assassiné à Sarajevo. L'Autriche-Hongrie déclara la guerre à la Serbie. En quelques semaines, toute l'Europe bascula dans un conflit qui allait durer 4 ans et faire 10 millions de morts. Pour les Slovaques, cette guerre fut un tournant. Des centaines de milliers de jeunes Slovaques furent mobilisés dans l'armée austro-hongroise. Ils combattirent sur le front russe, en Galicie, dans les Carpates. Ils moururent par milliers dans des offensives inutiles, dans des tranchées glacées. Beaucoup désertèrent. Certains se rendirent volontairement aux Russes. D'autres rejoignirent des légions tchécoslovaques formées en Russie, en France, en Italie. Car pendant la guerre, l'idée d'un État tchécoslovaque indépendant prit forme. Des exilés tchèques et slovaques
comme Tomáš Garrigue-Masaryk et Milan Rastislav Štefánik, menèrent une campagne diplomatique auprès des Alliés. Ils expliquaient que les peuples opprimés d'Autriche-Hongrie méritaient l'autodétermination. Ils promettaient que la Tchécoslovaquie serait une démocratie libérale, alliée fidèle de la France et de la Grande-Bretagne. Štefánik était un personnage extraordinaire. Né dans un village slovaque en 1880, fils de pasteur luthérien, il était devenu astronome, diplomate, général de l'armée française. Il parcourut l'Europe et l'Amérique pour plaider la cause tchécoslovaque. Il organisa le recrutement de volontaires slaves dans les camps de prisonniers. Il mourut dans un accident d'avion en 1919, juste avant de voir son rêve se réaliser. En octobre 1918, l'Autriche-Hongrie s'effondra. L'empereur Charles Ier abdiqua. Les différents peuples de l'Empire proclamèrent leur indépendance. Le 28 octobre, à Prague, le Conseil national tchécoslovaque déclara la naissance de la République tchécoslovaque. 2 jours plus tard, à Turčianský svätý Martin, une petite ville slovaque, une assemblée de représentants slovaques signa la déclaration de la nation slovaque, exprimant leur volonté de rejoindre les Tchèques dans un État commun. C'était l'aboutissement d'un rêve vieux de 70 ans. Les Slovaques avaient enfin leur propre État. Ou plutôt, ils partageaient un État avec les Tchèques. Cette distinction allait devenir problématique. Car si Tchèques et Slovaques étaient culturellement et linguistiquement proches, ils avaient des histoires très différentes. Les Tchèques venaient de vivre 3 siècles sous domination autrichienne, mais ils avaient développé une bourgeoisie prospère, une industrie moderne, un système éducatif avancé. Ils étaient majoritairement urbains, laïcs, libéraux. Les Slovaques, eux, sortaient de 1000 ans de domination hongroise. Ils étaient majoritairement ruraux, catholiques, conservateurs. Leur élite était minuscule, quelques centaines d'intellectuels, de prêtres, d'avocats. Cette asymétrie créa rapidement des tensions. Le gouvernement de Prague nomma des Tchèques aux postes administratifs en Slovaquie, arguant qu'il n'y avait pas assez de fonctionnaires slovaques compétents. Les écoles enseignaient en tchèque, présentées comme la langue littéraire commune. Les investissements se concentraient en Bohême et en Moravie, les régions tchèques. Beaucoup de Slovaques se sentirent trahis. Ils avaient quitté la domination hongroise pour tomber sous tutelle tchèque. Certes, personne ne les empêchait de parler slovaque. Les églises, les associations, les journaux slovaques fonctionnaient librement. Mais le pouvoir réel était à Prague, entre les mains des Tchèques. Un prêtre catholique slovaque, Andrej Hlinka, devint le porte-parole de ce mécontentement. Il fonda le Parti populaire slovaque, autonomiste et conservateur. Il réclamait un statut d'autonomie pour la Slovaquie au sein de la Tchécoslovaquie. Il critiquait le laïcisme du gouvernement pragois, défendait les valeurs catholiques traditionnelles. Il obtint un soutien important dans les campagnes slovaques. Mais la Tchécoslovaquie de l'entre-deux-guerres était malgré tout une démocratie fonctionnelle. C'était le seul pays d'Europe centrale à avoir préservé un régime parlementaire pluraliste. Les Slovaques avaient leurs députés, leurs partis politiques. Ils pouvaient débattre, voter, manifester. Comparé à ce qui se passait en Hongrie sous l'amiral Horthy, en Pologne sous Piłsudski, ou plus tard en Allemagne sous Hitler, c'était un progrès considérable. Économiquement, la Slovaquie commença à se moderniser. Des usines furent construites, notamment dans l'armement à Dubnica nad Váhom, dans la chimie à Bratislava. L'alphabétisation progressa. En 1920, environ 40% des Slovaques savaient lire. En 1930, c'était près de 80%. Des lycées, des écoles techniques, une université slovaque à Bratislava ouvrirent leurs portes. Une génération nouvelle émergea. Des ingénieurs, des médecins, des professeurs, des écrivains slovaques formés dans les universités tchécoslovaques. Ils créèrent une culture slovaque moderne, urbaine, laïque. Des revues littéraires publièrent des poèmes, des nouvelles, des essais en slovaque. Des théâtres montaient des pièces slovaques.
des cinémas projetaient des films parlant en slovaque. Mais cette modernisation restait fragile. Les campagnes slovaques demeuraient pauvres. Les petits paysans, endettés, vendèrent leurs terres aux grands propriétaires. Beaucoup émigraient vers les villes ou à l'étranger. Le chômage était élevé, surtout après la crise économique de 1929. Les frustrations s'accumulaient. Dans ce contexte, les idéologies extrêmes trouvèrent un terreau fertile. Le fascisme, le nazisme séduisaient certains jeunes Slovaques en quête de solutions radicales. Joseph Tiso, un prêtre catholique proche de l'Inca, se rapprocha progressivement des idées fascistes. Il admirait Mussolini, puis Hitler. Il pensait que la Tchécoslovaquie était condamnée, que les Slovaques devaient chercher une alliance avec l'Allemagne nazie. En 1938, Hitler exigea l'annexion des Sudètes, la région tchécoslovaque peuplée d'Allemands. À Munich, en septembre, la France et la Grande-Bretagne cédèrent, espérant éviter la guerre. Elles obligèrent Prague à abandonner un tiers de son territoire. La Tchécoslovaquie fut humiliée, affaiblie, trahie par ses alliés. Profitant de ce chaos, Tiso et les autonomistes slovaques proclamèrent l'autonomie de la Slovaquie en octobre 1938. Pour la première fois depuis 1000 ans, la Slovaquie avait son propre gouvernement, son propre parlement. Mais cette autonomie était précaire. Elle dépendait de la bienveillance d'Hitler. En mars 1939, Hitler convoqua Tiso à Berlin. Il lui donna un ultimatum: proclamer l'indépendance totale de la Slovaquie sous protection allemande, ou laisser la Hongrie annexer le territoire slovaque. Tiso n'avait pas le choix. Le 14 mars, il proclama l'indépendance de la Slovaquie. Le lendemain, les troupes allemandes entrèrent en Bohême-Moravie, créant un protectorat nazi. La Tchécoslovaquie avait cessé d'exister. L'État slovaque de 1939 à 1945 fut un régime collaborationniste. Il adopta des lois antisémites, expulsa les Juifs de la fonction publique, confisqua leurs biens. En 1942, il déporta environ 58 000 Juifs slovaques vers les camps d'extermination nazis. Seulement quelques centaines survécurent. Ce fut la page la plus noire de l'histoire slovaque moderne. Tiso justifiait ces mesures par des arguments religieux et nationalistes. Il prétendait défendre la Slovaquie catholique contre les influences juives et bolcheviques. Il présentait son régime comme une révolution nationale, une renaissance slovaque. En réalité, c'était un État fantoche, entièrement soumis à Berlin. Les troupes slovaques combattirent aux côtés de la Wehrmacht en Pologne, puis en Union soviétique, mais tous les Slovaques ne soutenaient pas Tiso. Dès 1939, des groupes de résistance se formèrent. Des communistes, des démocrates, des soldats déserteurs se cachaient dans les montagnes. Ils sabotaient les voies ferrées, attaquaient les garnisons allemandes, aidaient les partisans soviétiques et polonais. En 1944, alors que l'armée rouge approchait des Carpates, ils lancèrent une insurrection nationale. Le soulèvement national slovaque commença le 29 août 1944. Des unités entières de l'armée slovaque se mutinèrent et rejoignirent les partisans. Ils occupèrent la ville de Banská Bystrica et les territoires environnants. Ils proclamèrent la restauration de la Tchécoslovaquie. Pendant 2 mois, ils tinrent tête aux forces allemandes. Mais les Allemands réagirent brutalement. Ils envoyèrent des divisions SS en Slovaquie. Ils rasèrent des villages, exécutèrent des civils, déportèrent des milliers de personnes. L'insurrection fut écrasée fin octobre. Les résistants qui purent s'échapper se réfugièrent dans les grottes des Tatras et continuèrent une guérilla jusqu'à l'arrivée des Soviétiques en avril 1945. Cette insurrection, même vaincue, eut une importance symbolique immense. Elle permit aux Slovaques de revendiquer une légitimité antifasciste. Elle montra qu'ils n'avaient pas tous collaboré avec les nazis. Elle facilita la réintégration de la Slovaquie dans la Tchécoslovaquie reconstruite après la guerre. Car en 1945, la Tchécoslovaquie fut restaurée.
mais elle était profondément transformée. 3 millions d'Allemands des Sudètes furent expulsés. La Ruthénie subcarpatique, à l'est de la Slovaquie, fut annexée par l'Union soviétique. Et surtout, le Parti communiste, soutenu par Moscou, devint la force politique dominante. En février 1948, les communistes prirent le pouvoir par un coup de force. Ils éliminèrent les partis d'opposition, instaurèrent la censure, nationalisèrent l'économie. La Tchécoslovaquie bascula dans le camp soviétique. Pour les 40 années suivantes, elle serait un satellite de Moscou. Pour la Slovaquie, cette période communiste fut ambivalente. D'un côté, le régime étouffait toute liberté politique, persécutait les opposants, censurait la culture. Des milliers de Slovaques furent emprisonnés pour des motifs politiques. Certains furent exécutés, comme Joseph Tiso lui-même, pendu en 1947 après un procès expéditif. Des prêtres catholiques furent arrêtés, les monastères fermés, les biens de l'Église confisqués. D'un autre côté, le régime investit massivement en Slovaquie. Il construisit des usines sidérurgiques à Košice, des complexes chimiques à Bratislava, des barrages hydroélectriques dans les montagnes. Il développa l'éducation, offrant l'accès gratuit à l'université. Il érigea des milliers de logements sociaux. Pour la première fois, la Slovaquie rurale et arriérée se transformait en une société industrielle et urbaine. La population des villes explosa. Bratislava passa de 150 000 habitants en 1945 à près de 400 000 dans les années 80. Košice doubla de taille. Des villes nouvelles furent créées de toutes pièces, comme Nova Dubnica ou Komarno. Des paysans devenaient ouvriers, des villages se vidaient, des traditions ancestrales disparaissaient. Cette modernisation forcée détruisit beaucoup de choses, mais elle créa aussi une nouvelle identité slovaque, une identité ouvrière, urbaine, laïque. Les jeunes Slovaques des années 60 et 70 ne ressemblaient plus à leurs grands-parents. Ils portaient des jeans, écoutaient du rock, allaient au cinéma. Ils ne parlaient d'eux plus le dialecte de leur village, mais le slovaque standardisé enseigné à l'école. Le régime communiste, malgré sa nature autoritaire, reconnaissait officiellement l'égalité des Tchèques et des Slovaques. En 1969, après le printemps de Prague écrasé par les chars soviétiques, la Tchécoslovaquie devint officiellement une fédération. La Slovaquie obtint son propre gouvernement, son parlement, ses institutions. Bratislava redevint une capitale, certes d'un État fédéré et non souverain, mais une capitale tout de même. Cette fédéralisation était en partie cosmétique. Le Parti communiste centralisé gardait le contrôle réel, mais elle créa une infrastructure étatique slovaque qui se révélera cruciale 30 ans plus tard. Une génération d'administrateurs, de juristes, d'économistes slovaques se forma. Ils apprirent à gérer un budget, à négocier avec Prague, à défendre les intérêts slovaques au sein de la fédération. Les années 60 furent une période d'espoir. Le printemps de Prague de 1968 promettait un socialisme à visage humain, avec plus de liberté d'expression, de pluralisme politique. Des intellectuels slovaques participèrent activement à ce mouvement. Des écrivains, des cinéastes, des journalistes publiaient des œuvres critiques, questionnaient les tabous. Mais en août 1968, les chars soviétiques envahirent la Tchécoslovaquie. Le mouvement réformateur fut écrasé. Ses leaders furent arrêtés ou contraints à l'exil. Une période de normalisation commença. Retour à l'orthodoxie communiste, purge, censure renforcée. Des milliers de personnes perdirent leur emploi pour des raisons politiques. Les universités furent épurées. La culture fut muselée. Pendant les 20 années qui suivirent, la Tchécoslovaquie stagna. L'économie planifiée montrait ses limites. Les pénuries de produits de consommation étaient chroniques. La pollution industrielle ravageait l'environnement. Les gens faisaient la queue pendant des heures pour acheter des denrées de base. La corruption était omniprésente, le cynisme aussi.
Mais sous la surface grise et uniforme, des résistances persistaient. Des dissidents comme Václav Havel en Tchéquie ou Jan Tcharnogórsky en Slovaquie distribuaient clandestinement des samizdat, ces textes interdits tapés à la machine et recopiés à la main. Ils organisaient des concerts underground, des discussions philosophiques dans des appartements privés. Ils refusaient de se soumettre à la langue de bois officielle. L'Église catholique slovaque, bien que persécutée, restait un espace d'autonomie. Des prêtres ordonnés secrètement disaient la messe dans les forêts. Des pèlerinages religieux rassemblaient des milliers de personnes, défiant l'interdiction officielle. Ces rassemblements étaient autant religieux que nationalistes. Ils affirmaient l'identité slovaque catholique contre le régime athée imposé par Prague et Moscou. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev devint le dirigeant de l'Union soviétique. Il lança la perestroïka et la glasnost, une tentative de réformer le système soviétique. Ces politiques eurent un effet domino dans les pays satellites. Partout en Europe de l'Est, les régimes communistes vacillaient. En Tchécoslovaquie, le changement fut soudain et spectaculaire. Le 17 novembre 1999, des étudiants manifestèrent à Prague. La police les réprima violemment. Cette brutalité déclencha une vague de protestations massives. Des centaines de milliers de personnes descendirent dans les rues, réclamant la démission du gouvernement communiste. Des grèves générales paralysèrent le pays. Le régime, abandonné par Moscou, ne résista pas. En quelques semaines, il s'effondra. Ce fut la révolution de velours, ainsi nommée parce qu'elle fut pacifique, sans violence, sans effusion de sang. Le 29 décembre, Václav Havel, l'ancien dissident emprisonné, fut élu président de la Tchécoslovaquie. Un dramaturge absurde devenait chef d'État. C'était un moment magique, irréel. En Slovaquie aussi, des manifestations massives eurent lieu. À Bratislava, des dizaines de milliers de personnes se rassemblèrent sur la place principale, agitant des drapeaux tchécoslovaques, chantant l'hymne national. Ils réclamaient la liberté, la démocratie, la fin du monopole communiste. Ils obtenaient satisfaction, mais très vite, une question se posa. Quelle place pour la Slovaquie dans la nouvelle Tchécoslovaquie démocratique ? Les Slovaques avaient lutté pour la liberté aux côtés des Tchèques, mais ils voulaient aussi plus d'autonomie, plus de reconnaissance. Certains réclamaient même l'indépendance totale. Le débat sur l'avenir constitutionnel du pays domina les années 1990 à 1992. Les Tchèques, dirigés par le Premier ministre Václav Klaus, libéral et pragmatique, voulaient une Tchécoslovaquie unitaire et centralisée. Les Slovaques, menés par Vladimir Mečiar, populistes et nationalistes, exigeaient une confédération lâche ou l'indépendance. Les négociations traînèrent en longueur. Les positions étaient inconciliables. Klaus et Mečiar finirent par s'entendre sur une séparation à l'amiable. Le 25 novembre 1992, le Parlement fédéral vota la dissolution de la Tchécoslovaquie. Le 1er janvier 1993, deux nouveaux États apparurent sur la carte de l'Europe, la République tchèque et la République slovaque. Cette séparation, surnommée le divorce de velours, surprit beaucoup de monde. Elle fut décidée par les élites politiques sans référendum populaire. Beaucoup de Tchèques et de Slovaques ordinaires ne voulaient pas de cette rupture. Ils avaient vécu ensemble pendant 74 ans. Ils partageaient des souvenirs, des amitiés, des mariages mixtes. Mais politiquement, la séparation était devenue inévitable. Les Slovaques voulaient leur propre État, leur propre identité sur la scène internationale. Ils en avaient assez d'être considérés comme les petits frères des Tchèques. Ils voulaient prouver qu'ils pouvaient se gouverner seuls, réussir seuls. Les premières années de l'indépendance furent difficiles. L'économie slovaque, encore largement basée sur l'industrie lourde héritée de l'ère communiste, peinait à se moderniser. Le chômage explosait.
Les privatisations profitaient à une poignée d'oligarques corrompus. Le gouvernement de Mečiar dérivait vers l'autoritarisme, muselant la presse, intimidant l'opposition. Entre 1993 et 1998, la Slovaquie fut considérée comme le trou noir de l'Europe centrale. Alors que la Pologne, la Hongrie, la République tchèque progressaient vers l'intégration euro-atlantique, la Slovaquie était mise à l'écart. L'Union européenne et l'OTAN refusaient de l'admettre tant que Mečiar restait au pouvoir. Mais en 1998, les Slovaques se ressaisirent. Lors des élections législatives, ils votèrent massivement contre Mečiar. Une coalition démocratique dirigée par Mikuláš Dzurinda prit le pouvoir. Ce gouvernement lança des réformes radicales, libéralisation de l'économie, lutte contre la corruption, respect de l'état de droit. En quelques années, la Slovaquie rattrapa son retard. En 2004, elle rejoignit l'Union européenne et l'OTAN. En 2009, elle adopta l'euro. C'était un succès remarquable. La Slovaquie, ce petit pays de 5 millions d'habitants qui n'existait pas il y a 30 ans, était devenu un membre à part entière du club des démocraties occidentales. Cette transformation ne fut pas indolore. Les réformes économiques créèrent des gagnants et des perdants. Les jeunes éduqués, parlant anglais, travaillant dans les nouvelles industries high-tech installées à Bratislava, prospéraient. Les ouvriers âgés des anciennes usines sidérurgiques de l'Est, licenciés par milliers, sombraient dans la pauvreté. Les inégalités régionales se creusèrent. Bratislava et l'ouest de la Slovaquie attiraient les investissements étrangers, tandis que l'Est stagnait. Ces tensions sociales alimentèrent la montée de nouveaux populismes. Des partis nationalistes, eurosceptiques, parfois ouvertement racistes, gagnèrent des voix en promettant de protéger les Slovaques ordinaires contre la mondialisation, l'immigration, Bruxelles. Le discours public se durcit. La nostalgie de l'époque communiste, où chacun avait un emploi et un logement garanti, gagna même certains segments de la population. Pourtant, malgré ces défis, la démocratie slovaque tint bon. Les élections se déroulaient régulièrement. L'alternance politique fonctionnait, la presse restait libre. Des scandales de corruption éclataient. Des manifestations massives forçaient parfois la démission de gouvernement. Mais le système absorbait ces crises sans basculer dans l'autoritarisme. En 2018, un événement tragique secoua le pays. Le journaliste d'investigation Jan Kuciak et sa fiancée Martina Kushnirova furent assassinés. Kuciak enquêtait sur des liens entre la mafia italienne et le gouvernement slovaque. Son meurtre provoqua la plus grande vague de manifestations depuis la révolution de velours. Des dizaines de milliers de Slovaques, surtout des jeunes, descendirent dans les rues de Bratislava et d'autres villes, réclamant justice et transparence. Le Premier ministre Robert Fico, au pouvoir depuis 10 ans, fut contraint de démissionner. Les enquêtes révélèrent l'ampleur de la corruption au sommet de l'État. Des hommes d'affaires, des juges, des policiers furent arrêtés. Ce fut un moment de catharsis nationale. Les Slovaques refusaient de laisser leur jeune démocratie être confisquée par une oligarchie corrompue. Cette mobilisation citoyenne montra la maturité de la société slovaque. 30 ans après la chute du communisme, 15 ans après l'adhésion à l'Union européenne, les Slovaques avaient intégré les valeurs démocratiques. Ils exigeaient des comptes de leurs dirigeants. Ils refusaient le fatalisme. Ils croyaient que le changement était possible. Aujourd'hui, la Slovaquie est un pays moderne, prospère selon les standards européens, mais toujours en quête de son identité. Bratislava est devenue une capitale vibrante, avec ses start-up technologiques, ses bars branchés, ses universités internationales. Mais à 2 heures de route, dans les villages des Tatras, on trouve encore des bergers qui parlent un slovaque archaïque qui célèbrent les mêmes fêtes que leurs ancêtres il y a 2 siècles. Cette dualité entre tradition et modernité, entre identité locale et ouverture européenne, définit la Slovaquie contemporaine. Les Slovaques sont fiers de leur langue, de leur histoire, de leur résilience. Ils ont survécu à 1000 ans de domination hongroise,
à 40 ans de communisme soviétique, aux incertitudes de la transition post-communiste. Ils ont construit une nation là où beaucoup pensaient qu'il n'y avait qu'une région périphérique. L'histoire slovaque est celle d'un peuple sans État qui a refusé de disparaître. C'est l'histoire de paysans qui transmettaient leur langue à leurs enfants malgré les interdictions, de prêtres qui préservaient les manuscrits dans les sacristies, d'intellectuels qui créaient une littérature nationale avec 3 fois rien, d'émigrés qui, depuis Pittsburgh ou Chicago, envoyaient de l'argent pour financer des écoles clandestines. C'est aussi l'histoire d'une mémoire sélective. Les Slovaques glorifient la Grande Moravie, Syrie et Méthode, les héros de l'insurrection de 1944. Ils préfèrent oublier la collaboration avec les nazis, les pogroms antisémites, les divisions internes. Comme toute nation, ils ont construit un récit mythique qui légitime leur existence présente. Mais cette mythologie n'est pas mensongère. Elle s'appuie sur des faits réels. La langue slovaque existe, différente du tchèque et du hongrois. La culture slovaque existe, avec ses chants, ses danses, ses traditions. L'identité slovaque existe, transmise de génération en génération pendant des siècles d'oubli et de mépris. Le miracle slovaque, c'est que cette identité est survécue. D'autres peuples, dans des situations similaires, ont disparu, assimilés, dispersés, oubliés. Les Slovaques ont résisté, non par des batailles héroïques, non par des révolutions spectaculaires, mais par l'obstination discrète du quotidien, par le refus de renoncer à leur langue maternelle, par la fidélité à une mémoire collective, même floue, même réinventée. Aujourd'hui, quand on traverse la Slovaquie, on voit partout les traces de cette longue histoire. Les châteaux médiévaux perchés sur leurs rochers rappellent les guerres entre magnates hongrois. Les églises baroques témoignent de la contre-réforme catholique. Les cités ouvrières socialistes évoquent les décennies communistes. Les centres commerciaux ultramodernes symbolisent l'intégration européenne. Cette stratification historique crée un paysage complexe, un palimpseste où chaque époque a laissé sa marque. Les touristes qui visitent Bratislava admirent le château dominant le Danube, reconstruit après un incendie au XVIIIe siècle. Ils se promènent dans la vieille ville aux ruelles pavées, aux façades pastel. Ils ne savent souvent pas qu'il y a 50 ans, cette ville s'appelait encore officiellement Pressburg en allemand, Pozsony en hongrois. Dans les montagnes Tatra, les randonneurs croisent des chapelles en bois, des croix votives, des bergeries abandonnées. Ces traces matérielles racontent une autre histoire, celle des paysans slovaques qui ont vécu ici pendant des siècles, isolés du monde, préservant leur langue et leurs coutumes par simple inertie géographique. La question de l'héritage hongrois reste sensible. Pendant 1000 ans, les Slovaques ont vécu sous autorité hongroise. Cette période a laissé des traces indélébiles, des mots hongrois dans le vocabulaire slovaque, des influences culinaires, des traditions partagées. Mais elle a aussi laissé des ressentiments. Les Slovaques se souviennent de la magyarisation forcée, des interdictions linguistiques, du mépris affiché par certaines élites hongroises. Aujourd'hui encore, environ 8% de la population slovaque est d'origine hongroise, principalement concentrée dans le sud du pays, le long de la frontière. Ces Slovaques hongrois ont leurs propres écoles, journaux, partis politiques. Leur présence rappelle que la Slovaquie n'est pas ethniquement homogène, que son histoire est entrelacée avec celle de ses voisins. Le réveil national slovaque du XIXe siècle ne fut pas un processus spontané. Il fut l'œuvre d'une petite élite d'intellectuels qui, influencés par le romantisme européen et les idées de Herder sur le Volksgeist, décidèrent que les Slovaques formaient une nation distincte méritant son propre État. Cette élite inventa des traditions, standardisa une langue, écrivit une histoire nationale. Ce processus d'invention de la nation n'est pas propre à la Slovaquie. Toutes les nations modernes sont, dans une certaine mesure, des constructions. Mais dans le cas slovaque, le contraste entre le projet intellectuel et la réalité sociale fut particulièrement marqué.
Les intellectuels parlaient de nation slovaque, alors que la majorité des paysans se définissaient d'abord par leur village, leur paroisse, leur métier. Il fallut plusieurs générations pour que l'idée de nation slovaque se diffuse dans la population. L'éducation de masse, le service militaire, les migrations vers les villes, les médias modernes jouèrent un rôle crucial. Au XXe siècle, être slovaque n'était plus seulement une identité linguistique ou culturelle, c'était devenu une identité politique, avec des implications juridiques, territoriales, symboliques. L'indépendance de 1993 fut l'aboutissement de ce long processus. Pour la première fois dans l'histoire, les Slovaques avaient un État souverain, reconnu internationalement, avec un siège à l'ONU, une armée, une monnaie, des frontières. C'était un événement extraordinaire, presque irréel, pour ceux qui avaient grandi en croyant que la Slovaquie n'était qu'une région de la Tchécoslovaquie. Mais cette indépendance posait aussi des questions vertigineuses. Qu'est-ce qu'être slovaque au XXIe siècle? Est-ce parler la langue? Vivre sur le territoire? Partager une culture? Adhérer à des valeurs? La mondialisation? L'intégration européenne? L'émigration? Internet bouleverse toutes ces certitudes. Les jeunes Slovaques d'aujourd'hui grandissent dans un monde radicalement différent de celui de leurs grands-parents. Ils étudient à l'étranger, travaillent pour des multinationales, consomment de la culture globale. Beaucoup parlent anglais couramment. Certains s'installent à Londres, Berlin, Vienne. Pour eux, l'identité slovaque est une couche parmi d'autres, pas nécessairement la plus importante. Pourtant, l'attachement à la Slovaquie reste fort. Même les émigrants restent connectés, suivent l'actualité, rentrent pour les vacances. Il y a quelque chose dans la langue, les paysages, les saveurs, qui continuent de définir une appartenance. Peut-être parce que cette identité a été si longtemps niée, opprimée, qu'elle est devenue précieuse. L'histoire slovaque enseigne que l'identité nationale n'est ni éternelle ni naturelle. C'est un artefact historique, fragile, constamment renégocié. Les Slovaques n'ont pas toujours existé en tant que nation consciente d'elle-même. Ils se sont inventés, construits, affirmés au fil des siècles, face à l'adversité, grâce à l'obstination de quelques individus visionnaires et au consentement progressif de la majorité. Cette histoire montre aussi que les petites nations peuvent survivre et prospérer. La Slovaquie n'est pas une grande puissance. Elle ne pèse pas lourd dans la géopolitique mondiale. Mais elle existe. Ses 5 millions d'habitants vivent libres, gouvernent leur propre destin, participent aux affaires européennes sur un pied d'égalité avec des pays bien plus grands. C'est un succès remarquable pour un peuple qui, il y a 2 siècles, était considéré par beaucoup comme une curiosité ethnographique, des paysans parlant un dialecte slave perdu dans les montagnes hongroises. Ces paysans ont produit des poètes, des scientifiques, des hommes d'État. Ils ont construit des universités, des théâtres, des industries. Ils ont prouvé que la taille ne détermine pas la valeur. En conclusion, l'histoire de la Slovaquie est celle d'une renaissance. Une nation qui dormait, invisible, sous la domination hongroise, s'est réveillée au XIXe siècle, a lutté au XXe et s'est finalement épanouie au XXIe. C'est une histoire qui résonne avec celle de nombreux autres peuples d'Europe centrale et orientale. Tchèques, Polonais, Baltes, Balkans. Tous ces peuples ont vécu sous des empires, ont été opprimés, ont résisté, ont finalement obtenu leur indépendance. Leur histoire commune est celle de la lutte contre les grandes puissances, de la défense des identités locales face aux projets d'assimilation. C'est une histoire tragique souvent, sanglante parfois, mais finalement triomphante. Aujourd'hui, la Slovaquie fait face à de nouveaux défis. Le changement climatique menace ses forêts et ses rivières. Le vieillissement démographique pèse sur son économie. Les tensions politiques entre libéraux et conservateurs, entre pro-européens et nationalistes, divisent la société. L'avenir est incertain, comme toujours. Mais les Slovaques ont survécu à pire. Ils ont survécu aux invasions mongoles, aux guerres ottomanes, à la magyarisation, au nazisme, au communisme.
Ils survivront probablement aux défis du XXIe siècle, car ils possèdent quelque chose de précieux, acquis au fil des siècles, la conscience d'être un peuple avec une histoire propre, une dignité propre, un avenir propre. Cette conscience n'est pas un nationalisme agressif, c'est simplement la conviction que leur existence compte, que leur langue mérite d'être parlée, que leur culture mérite d'être préservée. C'est le sentiment que, malgré leur petitesse, ils ont leur place dans le concert des nations. L'héritage hongrois fait partie intégrante de cette histoire. Il ne peut être effacé ou nié. Pendant 1000 ans, Slovaques et Hongrois ont vécu ensemble, ont partagé des institutions, des marchés, des champs de bataille. Cette cohabitation fut souvent conflictuelle, mais elle a aussi créé des liens, des influences mutuelles, des histoires enchevêtrées. Reconnaître cet héritage ne signifie pas renoncer à l'identité slovaque. Au contraire, c'est l'enrichir. Car toute identité nationale est composite, faite de strates successives, d'emprunts, de mélanges. La Slovaquie porte en elle des traces slaves, hongroises, allemandes, autrichiennes. C'est cette complexité qui fait sa richesse. Le réveil national du XIXe siècle n'a pas créé la nation slovaque ex nihilo. Il a cristallisé, formalisé, politisé une identité qui existait déjà de manière diffuse. Les paysans qui parlaient slovaque se savaient différents des Hongrois, même s'ils ne conceptualisaient pas cette différence en termes nationaux. Les prêtres qui rédigeaient des catéchismes en slovaque préservaient une langue, même s'ils ne rêvaient pas encore d'un État slovaque. Ce que Sture et ses compagnons ont fait, c'est transformer cette conscience vague en projet politique. Ils ont dit « Nous ne sommes pas seulement des gens qui parlent slovaque, nous sommes une nation avec les mêmes droits que les Hongrois, les Allemands, les Tchèques. » Cette affirmation était révolutionnaire dans le contexte du XIXe siècle. Elle a mis en branle un processus irréversible. Une fois l'idée de nation slovaque formulée, diffusée, enseignée, elle ne pouvait plus être supprimée. Même la répression hongroise, même la collaboration avec les nazis, même le communisme soviétique n'ont pu l'éteindre. Elle s'est transmise, adaptée, renforcée. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si la nation slovaque existe. C'est un fait établi, reconnu internationalement. La question est plutôt, quel type de nation la Slovaquie veut-elle être? Une nation ouverte ou fermée? Inclusive ou exclusive? Tournée vers l'Europe ou repliée sur elle-même? Ces débats agitent la société slovaque contemporaine. Ils reflètent des tensions universelles entre identité et diversité, entre tradition et modernité, entre sécurité et liberté. Ils n'ont pas de réponse simple, mais ils témoignent de la vitalité démocratique de la Slovaquie. Une chose est sûre, l'histoire slovaque n'est pas terminée. Elle continue de s'écrire chaque jour dans les choix politiques, les créations culturelles, les vies ordinaires. Chaque Slovaque qui parle sa langue, qui transmet ses traditions, qui s'engage pour son pays, perpétue cette longue chaîne ininterrompue qui remonte à Syrie et Méthode, à la Grande Moravie, aux villages médiévaux perdus dans les Carpates. Cette continuité est fragile. Elle demande des efforts constants, mais elle est réelle. Et c'est peut-être la leçon principale de l'histoire slovaque. Avec de la persévérance, de la créativité et un peu de chance, même les petits peuples peuvent écrire leur propre histoire, plutôt que de subir celle des autres. Voilà pourquoi nous continuons de raconter cette histoire, génération après génération. Non par nostalgie d'un passé idéalisé, mais pour comprendre d'où nous venons, qui nous sommes et vers où nous voulons aller. L'histoire n'est pas un fardeau mort. C'est une ressource vivante, un réservoir de sens, une boussole pour naviguer dans un monde incertain. Les Slovaques d'aujourd'hui, qu'ils soient à Bratislava ou à New York, qu'ils parlent slovaque couramment ou seulement quelques mots, portent en eux cette histoire. Elle fait partie de leur identité, consciemment ou non. Et peut-être que, dans 100 ans, leurs descendants raconteront encore cette histoire, en l'enrichissant de leurs propres expériences, en l'adaptant à leur propre temps.
car c'est ainsi que fonctionnent les nations. Par la transmission, la réinterprétation, la réinvention constante d'un récit collectif. La Slovaquie continuera d'exister tant que des gens se reconnaîtront comme Slovaques, tant qu'ils transmettront cette identité, tant qu'ils jugeront que cette appartenance a un sens. Nous vous proposons de partager vos idées pour de nouvelles histoires dans les commentaires, de vous abonner à la chaîne et de mettre un like. Bonne nuit et dormez bien.